Bonjour, on continue notre préparation aux examens du baccalauréat par la correction des examens proposés pour la deuxième unité, c'est-à-dire l'information génétique, au cours des années 2022 pour les sessions normales et sessions de rattrapage. Et on va commencer par la session normale 2022. Voilà donc le sujet. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour essayer de répondre, tout seul bien sûr. Sinon, on va commencer la correction. Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique, on présente les données suivantes. L'anémie de Blackfan-Diamond est une maladie héréditaire rare caractérisée particulièrement par un manque important en globules rouges et en hémoglobine contenue dans ces cellules. Elle est caractérisée aussi par une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques et respiratoires. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on propose les données suivantes. Donnée 1, on mesure la quantité des grandes sous-unités et celle des petites sous-unités des ribosomes chez un individu sain et chez un individu malade. La figure A du document 1 donne les résultats obtenus et la figure B donne l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules, précurseurs des globules rouges chez un individu sain et un individu malade. Première question, en vous basant sur la figure A du document 1, comparez la quantité des petites sous-unités à celle des grandes sous-unités des ribosomes chez l'individu sain puis chez l'individu malade. Et enfin, expliquez à partir de la figure B le manque en hémoglobine observé chez l'individu malade. Alors remarquez ici pour la figure A. Qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a une comparaison de la quantité des sous-unités grandes et petites, qui constituent bien sûr les ribosomes, entre un individu sain et un individu malade. Pour l'individu sain, qu'est-ce qu'on peut constater? Que la quantité des grandes sous-unités et petites sous-unités constituant les ribosomes sont égales, à peu près 45 à 46 unités arbitraires. Par contre, chez l'individu malade, on constate que la quantité des grandes sous-unités est supérieure à celle des petites sous-unités. C'est presque le double. Là, on a seulement 23, alors qu'ici, on a 46 UA. Alors que la figure B nous montre, comme on dit ici, l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules. Bien sûr, on sait que les ribosomes sont des organismes nécessaires et importants pour la synthèse protéique. Ce sont eux, c'est-à-dire les ribosomes, qui sont responsables de la traduction de l'ARN messager pour donner bien sûr les protéines. Ici, on a l'hémoglobine. Donc, pour un homme qui est normal, un individu sain, on constate que les grandes sous-unités et petites sous-unités ont la même quantité. Et bien sûr, elles vont s'assembler, elles vont se fixer au niveau de l'ARN messager pour bien sûr traduire ce dernier en protéines, c'est-à-dire l'hémoglobine normale, en bonne quantité. Par contre, chez l'individu malade, on a constaté qu'il y a une grande quantité de grandes sous-unités et une petite quantité de sous-unités, ce qui va entraîner, bien sûr, la fixation ou la formation de peu de ribosomes, d'accord? Donc, s'il y a peu de ribosomes, donc la traduction de l'ARN messager sera très faible, et ce qui va donner, bien sûr, une faible quantité de l'hémoglobine, qui sont les symptômes de cette maladie. Donc, comme réponse, en comparant les données du document 1, on constate que chez l'individu sain, la quantité des grandes sous-unités est égale à celle des petites sous-unités, à peu près 46 UA. Chez l'individu malade, la quantité des petites sous-unités, c'est-à-dire 23 UA, ne représente que la moitié de la quantité des grandes sous-unités, 46 UA. Alors que, pour expliquer, sachant que les ribosomes jouent un rôle important dans la synthèse protéique, telle l'hémoglobine, c'est-à-dire synthèse de l'hémoglobine, on peut expliquer le manque en hémoglobine observé chez le malade par le manque des petites sous-unités ribosomiques par rapport aux grandes sous-unités. Donc la formation d'un
d'une faible quantité de ribosomes fonctionnels, ce qui diminue la traduction d'ARN d'hémoglobine et formation d'une faible quantité, bien sûr, d'hémoglobine. Dans le numéro 2, les analyses ont montré que les cellules précurseurs des globules rouges chez les personnes malades présentent un déficit dans la production de la protéine RSP19, nécessaire à la formation des petites sous-unités ribosomiques. Les chercheurs ont identifié aussi le gène codon pour cette protéine. Le document 2 présente un fragment du brin non transcrit. Faites attention ici, le brin non transcrit de l'allèle normal et un autre de l'allèle anormal responsable de la maladie. Et le document 3 présente bien sûr un extrait du code génétique. En vous basant sur les documents 2 et 3, donnez les séquences d'ARN M et des acides aminés correspondant aux fragments de l'allèle normal et de l'allèle anormal. Puis, montrez la relation gène, protéine, caractère. Donc, comme d'habitude, vous n'avez qu'à copier le brin non transcrit, c'est-à-dire le brin d'ADN non transcrit, et par complémentarité, vous donnez le brin transcrit, puis le brin d'ARN M, et grâce au codon obtenu, bien sûr, on peut chercher l'acide aminé correspondant, soit pour l'allèle normal ou l'allèle anormal. Donc voilà comme résultat qu'on peut avoir le brin d'ADN non transcrit, le brin d'ADN transcrit, l'ARN M correspondant, et bien sûr la série ou la séquence des acides aminés pour le cas normal et pour le cas anormal. On nous demande de montrer la relation gène-protéine-caractère. Donc pour montrer la relation gène-protéine-caractère, on doit faire une comparaison entre ces séquences d'ADN et ces séquences d'acides aminés entre l'individu normal et l'individu malade. Donc si on compare les séquences d'acides aminés, on a ici la glutamine, l'acide glutamique, la phénylalanine, valine, phényl A. Voilà une modification. La valine a été substitution par la phénylalanine. Puis on a arginine, alanine, leucine, arginine. Donc aussi la leucine a été substituée par l'arginine. Donc on peut dire qu'il y a ici deux substitutions. Si on cherche ces substitutions ou ces mutations au niveau de les bras d'ADN transcrit. Donc on a la position 15, on a C. Voilà, on a C a été remplacé par AA. Et à la position 18, on a AA qui a été remplacé par un C. Donc, toute modification au niveau de l'ADN, bien sûr, entraînera une modification au niveau de la protéine. Ce qui veut dire que il y a une relation entre l'ADN, c'est-à-dire le gène, et la protéine. Et toute modification au niveau de la protéine a causé, bien sûr, une modification au niveau du caractère, c'est-à-dire que l'individu sera malade. Donc, il y a une relation gène-protéine-caractère. Donc, par comparaison entre les séquences des ARN M montre la présence de deux mutations par substitution. Au niveau du brin non transcrit, une substitution de G par T au niveau du triplet 15 et une substitution de T par G du triplet 18. On accepte aussi le raisonnement en se basant sur le brin transcrit qui conduisent à la synthèse, c'est-à-dire les deux substitutions conduisent à la synthèse de la protéine RSP19 anormale, c'est-à-dire non fonctionnelle, ce qui diminue la quantité des petites sous-unités ribosomiques et diminue ainsi la formation des ribosomes fonctionnels, c'est-à-dire il y a une petite quantité. Ceci entraîne une faible production d'hémoglobine dans les globules rouges, conduisant à l'apparition de la maladie Blackfan-Diamond, qui est le caractère. Donc ceci montre qu'il y a bien sûr une relation gène, protéine, caractère. Le gène, c'est l'allèle, la protéine, c'est l'hémoglobine, et le caractère, c'est la maladie Blackfan-Diamond. Afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires relatifs à la taille des ailes, à la couleur du corps, chez la drosophile, on dispose de trois lignées, lignée A et lignée B aux ailes longues VG+, et à corps clair B+, et la lignée C aux ailes vestigiales VG et corps noir B. On réalise deux croisements. Le croisement 1 entre les individus de la lignée A
et les individus de la lignée C, la génération obtenue, c'est-à-dire F1, est constituée de drosophiles qui ont toutes des ailes longues et un corps clair. Le document 1 présente, enfin le document 4, présente la position relative sur le chromosome 2 des deux gènes, c'est-à-dire leur locus, responsable des deux caractères étudiés chez la drosophile. En exploitant les résultats du croisement 1 et les données du document 4, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés. Alors remarquez ici, du premier croisement, qu'est-ce qu'on a obtenu? Une génération F1 qui est totalement homogène. Tous les individus, c'est-à-dire les drosophiles, ont toutes des ailes longues et corps clair. Ça nous rappelle bien sûr le phénotype d'un des parents. Le voilà. Ailes longues et corps clair. Donc les individus F1 qui sont hétérozygotes, qui portent les 4 allèles, seulement 2 se sont exprimés, les ailes longues et les corps clairs, ce qui veut dire qu'il y a une dominance. L'allèle VG+ domine VG, c'est-à-dire l'aile longue domine l'aile vestigiale, et le corps clair domine le corps noir. C'est-à-dire ça, ce sont les dominants. Ils sont indiqués par le plus, VG+, et B+, alors que ceux-là sont les récessifs, ils sont indiqués VG et B. Donc maintenant, sur quel chromosome ils sont portés? On voit donc ici le chromosome 2. Donc ils sont bien sûr portés par le chromosome 2 qui est un chromosome autosomal, non pas sexuel. Et en plus, ils sont portés par le même chromosome, donc ils sont liés. Tout ce qu'on peut dire, d'après le premier croisement, c'est que les deux gènes qu'on étudie ici, qu'il y a d'abord un dihybridisme, c'est des transmissions de deux caractères héréditaires, qui sont liés et portés par le chromosome autosomal numéro 2. Donc le premier croisement a donné une génération homogène de drosophiles à phénotype parental aux ailes longues et à corps clair, ce qui indique dominance complète. L'allèle L longue est dominant noté VG+, l'allèle L vestigial est récessif noté VG. L'allèle corps clair est dominant noté B+, l'allèle corps noir est récessif noté B. La génération F1 est homogène, donc les parents A et C sont de lignée pure, d'après la première loi de Mendel. Et le document 4 nous montre que les deux gènes étudiés sont portés par le même chromosome numéro 2 qui est un autosome, donc ils sont liés. Donc on a ici un cas de dihybridisme avec deux gènes liés avec dominance complète. Le croisement numéro 2 entre les individus de lignée B et les individus de lignée C. La génération obtenue est constituée de deux phénotypes parentaux, que voilà, et deux phénotypes recombinés, que voilà. En vous basant sur les résultats des deux croisements et sur les données du document 4, que voilà, donnez le génotype ou les génotypes des trois lignées A, B et C. Justifiez votre réponse. Donc on a vu dernièrement que le premier croisement a donné une génération qui est homogène. Et on a dit que les parents sont homozygotes. Donc la lignée A et la lignée C étaient homozygotes. La lignée A a phénotype dominant et la lignée C a phénotype récessif. Donc leur génotype, le voilà. Donc le génotype de la lignée A qui a un phénotype dominant est homozygote VG+, B+, VG+, B+, puisque les gènes sont liés, sont portés par le chromosome numéro 2. Le génotype de la lignée C, c'est VGB, VGB, c'est-à-dire un phénotype récessif et homozygote. Par contre, dans le deuxième croisement, qu'est-ce qu'on peut constater? La lignée B avec la lignée C. La lignée C, déjà, elle est homozygote récessif. Et on obtient ici une génération qui est hétérogène. Donc ça prouve que la lignée B, elle est hétérozygote. Donc le deuxième croisement entre les individus de lignée C à phénotype récessif et homozygote avec des individus de lignée B a donné une génération qui est hétérogène, composée de 4 phénotypes différents, indique que les individus de la lignée C sont hétérozygotes, un phénotype dominant bien sûr, et leur génotype sera VG+, B+, VGB. En vous basant sur le document 4 et en vous aidant d'un échiquier de croisement, donnez l'interprétation chromosomique
du deuxième croisement lignée B avec lignée C, en déterminant les pourcentages attendus des gamètes et des différents phénotypes obtenus. Donc, du deuxième croisement, on a ici, bien sûr, la lignée B qui est hétérozygote et lignée C qui est homozygote. On connaît bien sûr leur génotype, et puisque les gènes sont liés, la lignée C ne va donner qu'un seul type de gamète, puisque c'est une lignée qui est pure, et la lignée B hétérozygote va donner bien sûr 4 types de gamètes. Mais, puisqu'ils sont liés, dans quelle proportion on va avoir ces gamètes? Donc, l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Les parents, lignée C, lignée B. La lignée C, on a indiqué les homozygotes purs, la voilà. VGB, VGB va donner 100% de gamètes VGB. Alors que la lignée B, elle est hétérozygote, donc elle a un phénotype dominant, mais elle est hétérozygote. Elle va donner bien sûr 4 types de gamètes. Mais dans quelle proportion? S'ils étaient indépendants, on va dire qu'il y a un quart, un quart, un quart, un quart. Mais elles sont liées. Alors pour cela, on va utiliser les données du document 4. Remarquez ici ce qu'on vous donne. La distance entre les gènes en centimorgans. Là, on a 67 et là, on a 48. Et là, bien sûr, on a 0. Donc la distance entre la couleur du corps, c'est-à-dire le gène responsable de la couleur du corps et la taille des ailes, est égale à 67 moins 48, ce qui va donner 19. Donc on a 19 centimorgans, c'est-à-dire la distance entre ces deux gènes est de 19 centimorgans. Or, on sait que la distance entre les deux gènes est égale au pourcentage des recombinés. Ça veut dire 19 centimorgans, c'est 19% est égal au pourcentage des recombinés. Et puisqu'on a deux recombinés, donc chacun va prendre 19 divisé par 2. Ça sera 9,5, 9,5%. Et le reste pour les parentaux. Voilà les calculs. Donc on sait que la distance entre les deux gènes est égale à distance VGB est égale au pourcentage de R. La distance est égale à 67 moins 48 est égal à 19 centimorgans. Or on sait que le pourcentage des phénotypes recombinés est 19%. Donc VG plus B est égal à 19 divisé par 2, c'est-à-dire 9,5%. De même pour l'autre. Et le pourcentage restant, c'est-à-dire les phénotypes parentaux, c'est 81,5%. Donc VG plus B plus sera 40,5% et l'autre aussi 40,5%. Ce qui va donner la drosophile pure va donner 100% de VGB. Alors que la drosophile hétérozygote va donner des gamètes à 40,5%. Ce sont les gamètes parentaux, à phénotype parental, et bien sûr les gamètes recombinés qu'on a ici. Et lorsqu'on fait le tableau, on va voir ces résultats. Donc ce qu'on nous demande, c'est donner l'interprétation chromosomique que voilà, et les pourcentages attendus des gamètes et des différents phénotypes. Donc le pourcentage des gamètes, le voilà, et le pourcentage des phénotypes, le voilà bien sûr. Donc la descendance du deuxième croisement est constituée de phénotypes parentaux 40,5% VG plus B plus et 40,5% VGB. Et phénotype recombinés 9,5 B VG B plus et 9,5 VG plus B, ce qui est conforme aux résultats expérimentaux obtenus. Maintenant, on passe à la correction du deuxième examen, celui de la session de rattrapage 2022. Donc voilà le sujet. Si vous voulez bien sûr le corriger vous-même, c'est-à-dire le résoudre vous-même, arrêtez la vidéo et essayez. Sinon, on commence la correction. Dans le cadre de l'étude de l'expression et de la transmission de l'information génétique chez l'homme, on présente les données suivantes. La mélanine est le pigment responsable de la couleur du cheveu. Elle est produite par les mélanocytes qui sont situés à la base du cheveu à partir de l'acide aminé tyrosine. Il existe deux types de mélanine, le mélanine brun noirâtre et la phéomélanine jaune orangé.
Des chercheurs ont établi la relation entre la coloration des cheveux et une protéine membranaire nommée MCR1, qui est un récepteur au niveau des mélanocytes. Mélanocytes, ce sont les cellules responsables de la synthèse de la mélanine. Ce récepteur est activé par une hormone appelée MSH. Le document 1 présente la relation entre l'état de cette protéine MCR1 et la coloration des cheveux. On vous demande, en exploitant les données du document 1, montrer la relation caractère, c'est-à-dire couleur rousse, des cheveux et protéines. Alors, d'après les données qu'on a ici, qu'est-ce qu'on peut constater chez la cellule mélanocyte normale d'un sujet aux cheveux bruns? Il y a bien sûr le récepteur MCR1. Il va bien sûr fixer l'hormone MSH. Cette fixation va activer, remarquez ici le plus, donc il va activer la transformation de la dopaquinone en eumélanine. Et la eumélanine va donner la coloration brun, noir aux cheveux. Par contre, dans le cas de l'individu à cheveux roux, son récepteur ne peut pas fixer l'hormone MSH. Et ceci, bien sûr, ne va pas activer, ou bien sûr, il va inhiber la transformation de la dopaquinone en eumélanine, mais il va la transformer en phéomélanine, responsable de la coloration jaune-orangé, c'est-à-dire les cheveux roux. Donc, toute modification au niveau de la protéine, c'est-à-dire les récepteurs qu'on a ici, il y a bien sûr apparition d'un nouveau caractère. Donc, toute modification au niveau de la protéine MCR1, il y a modification au niveau du caractère. Donc, il y a une relation protéine-caractère. Quand la protéine membranaire des mélanocytes MCR1 est normale, elle fixe l'hormone MSH, ce qui permet la synthèse de l'eumélanine, responsable de la couleur brune des cheveux. Et quand la protéine membranaire des mélanocytes MCR1 est anormale, ce récepteur ne fixe pas l'hormone MSH, ce qui permet la synthèse de la phéomélanine, responsable de la couleur rousse des cheveux. Donc il y a une relation protéine-caractère. La synthèse de la protéine MCR1 est contrôlée par un gène qui porte le même nom, MCR1. Le document 1 présente un fragment du brin transcrit des deux allèles MCR1, l'un sauvage responsable de la couleur brune des cheveux, l'autre muté responsable de la couleur rousse des cheveux. Et le document 4 présente bien sûr un extrait du code génétique. On vous demande, en vous basant sur le document 2 et 3, donnez les séquences d'ARN M et des acides aminés correspondant à chacun des fragments de l'allèle MCR1. Sauvage et muté, puis expliquer l'origine génétique de la différence de la coloration des cheveux. Donc, comme d'habitude, vous n'avez qu'à copier le brin transcrit qu'on vous donne ici, et par complémentarité, vous allez avoir l'ARN messager, et grâce au codon obtenu, bien sûr, on va chercher dans le tableau ici les acides aminés correspondants. Ainsi, on va réaliser les séquences d'ARN M et les séquences d'acides aminés demandées. Donc voilà ce qu'on peut avoir concernant les séquences d'ARN M et les séquences d'acides aminés obtenues. Dans le cas du sujet à cheveux bruns et dans le cas du sujet à cheveux roux. Donc pour chercher ou pour expliquer l'origine génétique de la différence de la coloration du cheveu. Donc on doit comparer la série ou les séquences des acides aminés et les séquences bien sûr des nucléotides. Si on commence par la séquence des acides aminés, on a ici la sérine, la tyrosine, l'arginine, isoleucine, thréonine, proline, cystéine, serine. Donc il y a une simple substitution d'un acide aminé isoleucine en thréonine à la position 4. Et on va chercher au niveau de la position 4 ce qui se passe au niveau de l'ADN. Donc on a ici TAA, là on a TGA. Donc il y a une modification ou substitution d'un nucléotide A par G. Et cela bien sûr va entraîner la modification au niveau de l'acide aminé. Et bien sûr on va avoir une protéine
C'est-à-dire, au lieu d'avoir le mélanine, on va avoir la phéomélanine responsable de l'apparition de cheveux roux. Donc, il y a une relation entre le gène, la protéine et le caractère. Et donc, l'origine génétique de la différence de la coloration des cheveux est due à une modification ou à une mutation au niveau du génome de l'individu. Chez le sujet à cheveux roux, on constate une mutation par substitution des nucléotides A par G au niveau du triplet 4 du brin d'ADN transcrit. Et au niveau de la séquence peptidique, on constate un remplacement de l'acide aminé isoleucine par l'acide aminé thréonine, ce qui donne la protéine MCR1 anormale, responsable de la synthèse de la phéomélanine, responsable de la coloration rousse des cheveux. Donc, toute modification ou mutation au niveau de l'ADN entraîne une modification de la protéine MCR1 obtenue, d'où la relation gène-protéine et que l'origine génétique de la différence des cheveux est due, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, à une modification au niveau du génome de l'individu. Pour étudier la transmission de deux caractères, la couleur et l'aspect de la coloration des poils chez les souris, on propose les deux croisements suivants. Croisement 1 entre des souris à poils gris et uniformes et des souris à poils blancs et panachés. Ce croisement a donné une génération ou une première génération F1 composée d'individus à poils gris et uniformes. Que déduisez-vous des résultats de ce croisement? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Puisqu'il y a ici un croisement entre deux individus. Et on a obtenu une génération F1 qui est totalement homogène et qui a bien sûr le phénotype d'un des parents. Ça prouve qu'il y a dominance du poil gris sur le poil blanc et le poil uniforme sur le poil panaché. Et bien sûr, on a un cas de dihybridisme. Donc, d'après les résultats obtenus du premier croisement, on peut dire que les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel, puisque la génération F1 obtenue est homogène, et puisque les souris de la génération F1 obtenue ont des caractères de l'un des parents, on déduit que l'allèle responsable de la couleur grise des poils est dominant, on le note grand G, et celui responsable de la couleur blanche des poils est récessif, on le note petit g. L'allèle responsable de l'allèle uniforme des poils est dominant, on le note H, grand H, et celui responsable de l'allèle panaché est récessif, on le note petit h, d'après les données qu'on a ici. Deuxième croisement entre des souris de F1 et des souris à poils blancs et panachés. Ce croisement a donné 69 souris à poils gris et uniformes, 70 souris à poils blancs et uniformes, 71 souris à poils blancs et panachés, 72 souris à poils gris et panachés. Quatrièmement, déduisez si les deux gènes étudiés sont liés ou indépendants en justifiant votre réponse. Donc, puisqu'il s'agit d'un test cross entre individus hétérozygotes et individus homozygotes récessifs, on obtient 4 phénotypes de même proportion, les deux parentaux et deux recombinés, qui sont égaux. On peut dire que les gènes sont indépendants, c'est-à-dire transportés par deux gènes différents. C'est-à-dire transportés, c'est-à-dire portés par deux chromosomes différents. Donc, d'après les résultats obtenus du premier croisement, on peut dire que les deux gènes sont indépendants. Deuxième croisement, d'après les résultats obtenus du deuxième croisement, on peut dire que les deux gènes sont indépendants, puisque le deuxième croisement, qui est un test cross, a donné 4 phénotypes différents et avec des proportions égales, dues à la ségrégation indépendante des allèles. Ou on peut dire aussi qu'à partir d'un test cross, obtenir 4 phénotypes différents de même proportion indique que les gènes étudiés sont indépendants. Alors, pour la cinquième question, interprétez les résultats du croisement numéro 2 en utilisant un échiquier de croisement. Donc, on a les parents, l'un qui est hétérozygote, l'autre qui est homozygote récessif. Celui-ci va donner bien sûr 100% de gamètes petit g, petit h, et celui-là qui est hétérozygote va bien sûr donner 4 types de gamètes de même proportion. Voilà.
Donc P et F, donc F1 est l'un des parents. Donc on va parler ici d'un test cross. Donc GA, c'est-à-dire les phénotypes récessifs, va donner un seul type de gamète. Et celui-là qui est hétérozygote va donner bien sûr quatre types de gamètes de même proportion. Et lorsqu'on fait le tableau, c'est-à-dire l'échiquier de croisement, on va avoir ces valeurs, bien sûr. G grand H, phénotype grand G grand H à 25%, grand G petit h recombiné à 25%, G grand H recombiné à 25%, et petit g petit h l'un des parentaux à 25%. Donc ceci est conforme au résultat obtenu. Je vous laisse ici deux examens à réaliser chez vous pour la prochaine séance. Donc voilà, examen proposé à la session normale 2020 PC, et j'espère que vous allez essayer de résoudre cet exercice pour vous tester et vous préparer au contrôle de classe et à l'examen final. Et là, pour la session normale 2021. Allez, bon courage et à la prochaine vidéo.